Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Michèle Balour, directrice des affaires européennes au Conseil départemental de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors les fonds européens, ça fait un moment qu'il en est question sur le département. On verra que d'ici la semaine prochaine, les 15, 16, 17 et 18, se tiendront des conférences, séminaires. Pour en parler, on verra plus cela en détail avec vous dans quelques instants. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors vous êtes le rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Avec vous, il sera question de la grève à la SMCI, une grève qui s'installe tout doucement. Et on a vu une porte de sortie, peut-être une porte d'ouverture sur des négociations avec la direction. On verra cela avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 10 septembre. Comme dans le cas d'Orange, les représentants syndicaux réunionnais de la SMCI volent actuellement au secours de leurs homologues mahorais. L'union faisant la force, le dialogue social au sein du groupe va maintenant débuter. Les explications dans votre journal. Les agents de la Poste ont été gâtés ce matin dans les locaux du centre de tri situé à Kaweni. Des smartphones dernière génération leur ont été distribués munis du système Factéo. De quoi changer leur quotidien et les faire entrer pleinement dans l'ère du numérique. Le 5e pilier de l'islam est accompli par des dizaines de Mahorais chaque année. Le pèlerinage jusqu'à la Mecque représente un voyage extraordinaire pour tous les fidèles qui peuvent le réaliser. Reportage à la fin de cette édition. Après plus d'une semaine et demie de grève, les salariés grévistes de la SMCI ont accueilli hier leurs homologues réunionnais. Un soutien important pour ce mouvement qui fait peu de bruit et pour lequel les négociations ont peiné à s'engager. Aujourd'hui, la donne semble sur le point de changer, le dialogue social s'ouvrant peu à peu entre la direction et les salariés. Plus de précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Depuis hier, la grève à la SMCI prend une nouvelle tournure. Avec l'arrivée de représentants syndicaux venus de la Réunion, les salariés mahorais voient une nouvelle fois leurs voisins leur venir en aide. La solidarité outre-mer est désormais de mise dans tous les conflits qui s'amorcent. Ces déplacements en signe de solidarité, surtout sur le plan syndical. Et comme je suis dans ce groupe, donc on vient en signe de solidarité pour qu'on puisse au moins trouver une solution pour sortir dans ce conflit. Cette solidarité, elle est importante dans la mesure où c'est une entreprise qui fait partie d'un groupe rayonné et il est tout à fait normal qu'ils nous sollicitent pour des aides et on est venu sur place pour les aider sur les revendications, notamment salariales et qui sont légitimes. Il n'y a pas de raison, les avantages qui s'appliquent dans le groupe ne s'appliquent pas aux travailleurs mahorais. Mayotte, la Réunion, même combat. Les délégués syndicaux venus de l'île Bourbon sont là pour faire bouger les choses et pour aider leurs collègues à obtenir ce qu'ils souhaitent. On a eu une discussion avec la DRH du groupe, on a mis quelques points en avant. D'ici peu, on va avoir quand même un mail dans lequel il y a 2 points de revendication. Il va y avoir un écrit de la part de la DRH et après on verra en concertation avec les salariés. Après c'est à eux qui prendra position pour voir si ça leur convient ou pas. Le dialogue au sein de la société semble en bonne voie, mais les syndiqués réunionnais qui se succèdent sur le territoire sont le reflet du malaise ambiant et la grève générale qui plane à Mayotte n'étonne en rien le secrétaire général de la CGTR automobile. La question d'égalité des droits, c'est un combat, il faut l'amener tous ensemble. Pas seulement une entreprise ou un petit magasin dans le commerce, non, c'est tous ensemble, tous les Mahorais. J'ai entendu qu'il y a un appel à la grève, il faut participer, il faut revendiquer pour avoir les mêmes droits qu'un travailleur français ou rayonné. Cette grève générale plane chaque jour un peu plus sur le département. L'ultimatum des différents syndicats est lancé pour dans 10 jours. Et si le conflit à la SMCI n'est pas résolu d'ici là, tout laisse à penser que ces grévistes seront en première ligne au jour du grand chambardement. Alors Pierre, on a vu, c'est une mode actuellement dans les mouvements sociaux. Les syndicats sont rejoints par des homologues de la Réunion. Oui, alors ils font appel effectivement à leurs homologues et leurs homologues répondent, donc les représentants syndicaux.
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à Mayotte, on a besoin, et effectivement, on le voit, ils viennent avec des dossiers, ils viennent aussi pour défendre les intérêts de Mayotte. C'est un combat ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on le voit, il y a eu plusieurs condamnations pour la manière de faire la grève, pas sur le fond, parce que le juge n'a jamais condamné sur le fond, à chaque fois il le dit bien, je condamne sur la manière de faire grève. C'est déjà... C'est peut-être qu'il y a un problème, effectivement, c'est peut-être qu'on ne sait pas faire grève. Et on l'a évoqué hier avec Salim Naouda, peut-être qu'il y a un problème à Mayotte à ce niveau-là. Alors là, on voit qu'il y a des personnes qui viennent de La Réunion, qui sont habituées, qui ont déjà vécu des mouvements sociaux, de grands mouvements sociaux parfois, et qui sont là pour les aider, pour les appuyer. C'est un soutien de poids, on le voit là. Juste après, on a des négociations qui débutent avec la DRH, il y a eu des discussions, ils viennent avec des papiers, ils viennent pour appuyer, et c'est vraiment un soutien important. Et on le voit, il parle aussi de grève générale. Et peut-être aussi dire ça, que voilà, on est dans un âge à Mayotte, peut-être l'âge des grands mouvements sociaux. C'est un peu le cas, on parle de grève générale. Ça a été le cas aussi dans d'autres territoires d'outre-mer. Les combats, on le sait, les combats sociaux dans les outre-mer sont toujours importants et difficiles. Et Mayotte est à cet âge-là. Alors vous avez parlé de la forme, effectivement. Et donc le fond, vous l'avez dit, on est à l'ère des grands mouvements à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on a vu les Mahorais s'opposer, dire nous on veut s'aligner sur la Réunion, les Réunionnais reconnaissent en fait par le biais de ce soutien que Mayotte doit avancer et arriver au même niveau? Mais tout le monde le reconnaît. Je crois que Mayotte est un département, les Mahorais sont français et ils demandent le rattrapage. Alors bien sûr que l'État aussi, c'est compliqué de son niveau et on demande d'attendre puisqu'on ne peut pas rattraper du jour au lendemain. Mais les Réunionnais ont connu aussi ces problèmes-là et les Réunionnais se sentent français à part entière, tout comme les Mahorais, et ils estiment effectivement que leurs homologues, leurs voisins doivent obtenir les mêmes droits. Donc cette question du rattrapage, puisque c'est de ça, on le voit dans tous les conflits, c'est toujours la même chose qui est demandée, la convention collective, le rattrapage avec le droit commun, ni plus ni moins. Et on voit qu'à La Réunion, effectivement, ils sont sensibles à ça et les représentants syndicaux ont envie d'aider les salariés grévistes mahorais. Mais est-ce que ça ne va pas affaiblir la voix des représentants syndicaux de Mayotte, en disant que tant qu'il n'y a pas d'autres représentants d'ailleurs, leur voix n'est pas forcément entendue? La question se pose effectivement. Nous avions hier Salim Naouda, on le sait avec Elanziz Amidou aussi pour Force ouvrière. On se pose la question, on se dit finalement vous ne réussissez pas, vous avez besoin de l'appui, ça ne fonctionne pas. Vos combats échouent. Vous êtes condamnés pour la manière de faire la grève, donc c'est qu'il y a aussi un problème. Alors peut-être aussi relever le fait que le patronat à Mayotte il y a beaucoup de référés ces derniers temps, c'est aussi une manière, on le sait, la jurisprudence Sodifram, aujourd'hui il y a aussi de ça, donc c'est pour ça qu'il y a plus de condamnations, mais il y a peut-être aussi le fait que la manière de faire la grève n'est pas tout à fait dans les clous, on va dire. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et on continue, les retraités du département veulent être considérés et reconnus pour leur service rendu. Un mouvement de grève devait débuter ce matin afin de réclamer un alignement du système de retraite actuel sur celui de la métropole. Mais après avoir été reçus ce mardi 8 par la direction de la Caisse des retraites, ils ont souhaité patienter un mois de plus. On écoute Kombo Madi, le secrétaire général du syndicat des retraités secteur privé de Mayotte, au micro de Shakila Youssouf. Marsha leo marde muda narongoa banda wandio waki amba wasir tsarfanye marsha ya hasera wabako oblige warenge harma réunion le 8 ya vozuzi mfumoni liavira wendra ya tuho karashindana wala karamana wala karade wajeleja harma izi haki zao halia walio wafikirio na wasirielewa washumoja de lomba yo yanziro yo paka itonda Faransa nede wenge za retraite ya Maore ireglewe taiki sasa na La Réunion na Faransa oho. L'impression qu'à Mayotte, les choses avancent au ralenti. Voilà un sentiment que de nombreux administrés ont éprouvé ou continuent encore d'éprouver. Pourtant, il est aujourd'hui incontestable que le département est entré dans une nouvelle ère, tout du moins en ce qui concerne le numérique. Preuve en est, ce matin, dans le cadre du projet Factéo, la Poste a équipé ses agents avec des smartphones neufs. Certes, il reste encore à former les bénéficiaires dans les prochains mois, mais il s'agit déjà ici d'une petite révolution. Plus de précisions dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Aller vite et entrer dans le 21e siècle,
Voici l'enjeu du nouveau matériel distribué ce matin aux agents du centre de tri de Kaweni. Le projet Factéo débarque dans le 101e département. Mais en fait, Factéo, qu'est-ce que c'est ? Factéo, c'est un outil qui comprend 3 univers. Ma Poste, c'est-à-dire que le facteur avec Factéo aura accès à l'ensemble des tarifs, à l'ensemble des produits pour bien conseiller les clients. Deuxième univers, c'est mon téléphone. Donc le facteur dispose d'un forfait téléphonique avec un accès au téléphone et au SMS. Et ma tournée. Et là, c'est important dans la relation que le facteur aura avec le client, puisque dans ma tournée, le facteur aura sur son Factéo les procurations, les réexpéditions et l'ensemble des services qu'il doit réaliser pour les clients. Améliorer la qualité et la relation client. Factéo représente une petite révolution à laquelle Mayotte accède dès aujourd'hui. C'est un projet qu'on a lancé il y a 3 ans au niveau national et qu'on est en train de déployer sur l'ensemble des territoires. Et donc ce que nous avons voulu avec Christian Montes et l'équipe de l'Outre-mer, c'est de déployer Factéo sur l'ensemble des départements de l'Outre-mer. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de lancer Factéo à Kaweni. 3 ans après la métropole, Mayotte acquiert donc cet outil de travail dernier cri. Si Kaweni est la première à obtenir ce système Factéo, d'ici mi-2016, 100% des effectifs des différentes postes du département devraient utiliser ce système. Un grand pas en avant pour les agents. Tout ce qui est papier, ça ne va pas disparaître dans l'immédiat, mais on avance avec le Factéo. C'est vrai qu'on va déjà respecter l'environnement au niveau de ça. Il y aura moins de papier à trimballer et on va se mettre au mode numérique comme tous les autres départements d'outre-mer. Plus de 94 000 smartphones ont été distribués aux agents de la Poste sur l'ensemble du territoire français. À Mayotte, une 50aine de facteurs posséderont leur propre smartphone dans les prochains mois. Et le bonheur se lit déjà sur les premiers concernés. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, un établissement à caractère administratif peu connu mais pourtant si important. Depuis 2005, le centre de gestion 976 a pour mission d'accompagner les collectivités dans leurs préoccupations quotidiennes, questions liées à la santé, au travail, conseil en organisation ou accompagnement à divers projets. Autant de questions qui y sont traitées. Ainsi, en vue d'élargir les perspectives sur le territoire, ce matin, une convention a été signée entre le centre de gestion de Mayotte et celui d'Ille-et-Vilaine. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Avec son statut de département français, l'Île-aux-Lagons peut désormais s'appuyer sur la compétence d'autres départements. En ce sens, la signature du jour consiste à formaliser un partenariat entre les centres de gestion de Mayotte et d'Ille-et-Vilaine. Ce département va donc accompagner le 101e dans l'évolution des missions du centre de gestion, notamment celles facultatives et optionnelles. Alors les missions facultatives et optionnelles qu'on a mis en place en Ille-et-Vilaine, elles consistent d'abord à essayer de mettre en place des services de remplacement pour les collectivités locales. C'est-à-dire une collectivité locale qui va être soudain confrontée à l'absence d'un agent, à l'accueil, dans un service technique, dans une école, dans un service finance, un service personnel. Elle est démunie parce qu'elle doit le remplacer, elle ne peut pas travailler sans cet agent. Eh bien, on met en place donc des formations en lien avec l'université, en lien avec nos centres de gestion, les collectivités locales, des formations en alternance et ensuite ces personnes sont formées et lorsque les collectivités ont besoin d'un remplacement, elles peuvent faire appel au centre de gestion et ainsi assurer la continuité de leur service. Pour le président du centre de gestion du département, cette aide représente une aubaine, car le maire du chef-lieu sait à quel point le SDG joue un rôle primordial dans l'accompagnement des collectivités et à quel point ce partenariat va donner une autre impulsion au centre de gestion de Mayotte. Pour nous, c'est accompagner les collectivités. Bon, au niveau du travail, ça relève des politiques que nous sommes, puisque pour être au CDG, il faut être déjà dans les collectivités. Dans le domaine de l'emploi, ça relève aussi des politiques qui sont mises en place par les collectivités. Mais le CDG, il a ses missions principales, c'est d'accompagner les collectivités au niveau des formations, au niveau d'encadrement, mais au niveau des suivis aussi et conseils. Donc c'est plus important pour nous que le CDG et le personnel du CDG de Mayotte est conscient des missions qui sont les leurs pour pouvoir accompagner les collectivités qui sont. Quant à l'emploi, ça relève des compétences des collectivités qui les accompagnent et puis qui les conseillera.
L'accompagnement du département d'Ille-et-Vilaine peut prendre plusieurs formes, comme l'accueil en stage des agents du SDG 976 ou encore la création, la mise en place et le développement des missions facultatives. Voilà donc un soutien bienvenu pour le département et ses collectivités. Alors une bonne nouvelle, cette convention qui a été signée ce matin avec nous, Madame Michèle Balour, vous êtes directrice des affaires européennes au conseil départemental. On a vu dans ce reportage des choses se faire au même titre que cela se passe au département. Alors au niveau des affaires européennes, on a vu la semaine prochaine auront lieu des séminaires et conférences. Qu'en est-il très exactement? Quelles orientations ont été prises sur le département? Alors, concernant le département, nous organisons la semaine prochaine, comme vous l'avez dit, un séminaire sur les programmes horizontaux européens du 15 au 18 septembre, toute la semaine. Donc, ça va se passer à l'hémicycle du département, mais aussi dans divers lieux. Et l'objectif est de présenter les programmes horizontaux. C'est-à-dire? Donc, un programme horizontal ou un instrument financier de la Commission européenne, c'est un soutien financier que donne l'Union européenne pour les projets qui répondent à ces objectifs. Et ces programmes sont mis en œuvre sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Contrairement aux fonds européens structurels et d'investissement qu'on commence à connaître à Mayotte et qui sont mis en œuvre depuis le mois de décembre 2014 avec le premier comité de programmation, les programmes horizontaux sont très peu connus et ils portent sur divers domaines, notamment l'environnement, la compétitivité des entreprises, la santé, l'éducation. Donc vous voulez dire que des entreprises, par exemple, qui ont un projet qui touche à l'environnement, par exemple, peuvent prétendre aux fonds européens, doivent venir s'adresser à vous pour pouvoir en bénéficier? Alors tout d'abord, nous les invitons à venir assister à ce séminaire. Donc pas seulement les entreprises, ça se passe sur 4 jours. Donc nous avons le premier jour, le 15 septembre, qui est dédié à l'environnement. Donc c'est un programme live dédié 100% à l'environnement et au climat. Là, les entreprises, les associations, les institutions, les collectivités peuvent venir se renseigner sur ce programme où il y a plus de 3 milliards d'euros qui sont consacrés pour la période 2014-2020. Les entreprises, plus spécifiquement, ce sera à la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. Et donc là, ce sera sur le programme COSME. Et donc c'est pour la compétitivité et l'innovation au niveau des entreprises. Alors il y a beaucoup d'argent, on l'a vu dans ce programme. On a souvent parlé des fonds européens, de tous ces programmes qui sont quand même assez compliqués et les critères sont assez drastiques. Donc comment faire? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement il y ait une perte, une fuite de ces fonds qui ne peuvent pas forcément rester ici, faute de projets répondant aux critères? Alors, il ne faut pas faire l'amalgame. En fait, il y a les fonds structurels et d'investissement qui sont mis en place, donc qui répondent à une programmation régionale. Sur ces programmes horizontaux, ils sont mis en œuvre au niveau national ou au niveau de Bruxelles. Et ils fonctionnent selon des systèmes d'appel à projets. Et le niveau de compétition est très élevé, puisque en fait, il faut être bon, très bon, pour pouvoir bénéficier des fonds. Et aussi, il y a un autre critère, c'est le partenariat. Donc, le plus souvent, il y a une obligation de partenariat avec un pays tiers de l'Union européenne ou totalement tiers de la zone ou d'une autre zone de coopération. Donc, clairement, un projet qui se cantonne à Mayotte ne peut pas y prétendre? Normalement, non. D'accord. Alors, on a vu durant ces quelques mois les choses se passer. Alors, est-ce qu'il y a des projets ici à Mayotte qui ont déjà bénéficié de ces programmes? Non, parce qu'en fait, Mayotte bénéficie de ces programmes depuis le 1er janvier 2014 avec la rupéisation. Et comme ces programmes sont méconnus, quand on regarde aussi dans les autres DOM, ils sont très peu sollicités. On aura l'exemple de La Réunion avec la CEOR qui a sollicité ces fonds et qui a obtenu pour son projet. Donc, on veut montrer aussi que c'est possible à Mayotte. Les fonds européens font peur à beaucoup de Mahorais, il faut le dire. Oui, mais c'est normal, nous sommes au tout début. Merci beaucoup pour ces précisions. Je précise, vous êtes Michèle Balour, la directrice des affaires européennes du département, du conseil départemental oui, alors, de Mayotte. Quelques précisions sur le programme. Nous avons parlé donc du 15 et du 16, mais le 17, ça concerne donc Erasmus pour la mobilité des jeunes et des étudiants. Et le 18, c'est le programme Famille, Asile, Migration et Intégration. Donc là, ça concerne les associations, les institutions et les collectivités pour la gestion efficace des flux migratoires.
Merci beaucoup. Merci. Et hier, en raison d'un incident technique, de nombreux voyageurs qui devaient se rendre à Saint-Denis de la Réunion par le vol de 15h40 n'ont pas pu quitter l'île. En effet, une batterie défaillante a cloué tout le monde au sol. L'avion qui devait finalement partir ce matin n'a pu embarquer tout le monde et notamment les passagers à destination de la métropole. De quoi mettre en rogne les voyageurs. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. C'est désemparé et épuisé que ce matin, Damien nous explique la situation dans laquelle il se trouve. Alors qu'il devait partir ce mercredi pour la France, il se retrouve à Mayotte et probablement contraint d'annuler ses vacances. On nous a donné, la seule indication qu'on nous a donnée hier, c'est d'attendre qu'on nous appelle pour nous donner la suite. Appel qu'on n'a pas eu de la journée. Je suis revenu à l'aéroport pour avoir plus d'infos. On nous a dit que l'avion serait réparé ce matin et qu'on pourrait partir ce matin. Ce qui a été confirmé par un texto tard dans la nuit hier soir, vers 22h. Donc je suis revenu ce matin pour prendre le vol avec mes sacs et tout. Je suis resté chez des amis dormir ici. Et il s'avère qu'en fait c'était la loterie ce matin et qu'il y avait une personne sur deux qui pouvait rentrer en métropole, une personne sur deux qui n'avait pas de solution de vol. Et je fais partie de ceux qui n'avaient pas de solution de vol. Voilà. Et même chose, on nous dit on vous appellera. La compagnie a informé vers 22h que le vol serait reporté à ce matin. Mais arrivé à l'aéroport, l'incompréhension s'est emparée de tous les passagers. Tous ne partiront pas. Et on est à l'aéroport et on attend des nouvelles qui n'arrivent pas. Du coup on retourne au guichet. Et là on nous apprend qu'il n'y a pas de vol avant lundi prochain. Donc qu'on peut partir avec 5 jours de retard. Voilà, donc là je suis dans la situation, je me demande si je pars en vacances, si j'annule mes vacances, si je pars en vacances avec une semaine de moins du coup. Voilà, et en sachant que dans l'aéroport on n'a strictement aucune info, on s'occupe pas de nous, on est vraiment laissé tout seul quoi. Après avoir passé la nuit chez des amis en petit air hier soir, Damien est contraint de rentrer chez lui, car pour le moment, aucune place n'est disponible avant lundi, ce qui fera 5 jours de retard et des voyageurs qui se sentent parfois prisonniers sur leur île. Relax du patron du Coropa, retrait de Maître Émilie Briard, c'est également dans l'actualité de ce jeudi 10 septembre. Les précisions dans l'actualité en bref présentées par Pierre Bellucci. Il y a un peu plus de 6 ans, le 30 mai 2009, une fillette de 11 ans était retrouvée morte, noyée dans la piscine du Coropa. Les poursuites retenues contre le patron de l'établissement portaient sur un certain nombre de manquements, comme le non-signalement des profondeurs, l'absence de dispositifs de surveillance constante des bassins, l'absence de postes de surveillance adaptés à la configuration dangereuse du bassin principal, ou encore la non-fermeture de l'établissement en l'absence du maître nageur titulaire. L'affaire était jugée en appel ce matin et une partie du jugement de première instance a été infirmée. La Cour retient une imprudence et le non-respect de certaines règles, mais pas l'homicide involontaire comme c'était le cas dans le premier jugement. La société Coropa est tout de même condamnée à 8 000 € en tant que personne morale, tandis que les personnes physiques sont relaxées. La surrémunération des fonctionnaires ultramarins a une nouvelle fois été pointée du doigt par la Cour des comptes. En effet, lors de la présentation hier du rapport sur la masse salariale de l'État, le président Didier Migaud a rappelé que la majoration de traitement de salaire coûte chaque année 1,2 milliard d'euros à l'État. Elle concernait 160 000 fonctionnaires et se base sur un traitement brut majoré de 25%, auquel s'ajoute un complément temporaire ainsi qu'un coefficient de majoration, dont l'entrée en vigueur est échelonnée à Mayotte. Il sera de 40% au total à compter du 1er janvier 2017. Afin de respecter la loi de programmation 2014-2019 des finances publiques, une économie de 450 millions d'euros doit être réalisée chaque année. La Cour préconise donc une réforme de la gestion des fonctionnaires, devenue trop complexe. Didier Migaud est également revenu sur le rapport public annuel de février 2015, dans lequel il est établi que ces surrémunérations outre-mer étaient sans commune mesure avec le différentiel effectif de coût de la vie par rapport à la métropole. Des ajustements sont donc nécessaires et il appartient maintenant au gouvernement d'agir ou non en ce sens. Le 1er avril 2011, le tribunal supérieur d'appel est mort, donnant alors naissance au tribunal de grande instance de droit commun. Une page de l'histoire judiciaire à Mayotte venait alors de se tourner, même si quelques spécificités devaient survivre. C'est notamment le cas pour le Conseil des prud'hommes. À Mayotte, ce dernier se nomme tribunal du travail avec des juges et des assesseurs nommés et non élus comme partout ailleurs en France selon la règle de parité, autant de salariés que de chefs d'entreprise. La transition devait s'opérer au 1er janvier 2016, donnant ainsi lieu à des élections comme de droit. Or, ce matin, 8 assesseurs étaient présents, non pas pour être élus, mais pour prêter à nouveau serment devant les magistrats. En effet, la loi Emmanuel Macron, révisée en décembre 2014, programme le prochain renouvellement général des conseillers au plus tard le 31 décembre 2017.
C'est pourquoi ce matin les assesseurs ont prêté serment à la chambre d'appel, empêchant Mayotte de découvrir un nouveau pan du droit commun. Et en bref, dans l'affaire de l'agression de l'avocate au Haut-Vallon, le bâtonnier avait commis d'office 2 de ses confrères pour assurer la défense des prévenus, maître Idriss Amès et Émilie Briard. Cette dernière se serait dessaisie du dossier suite à des pressions trop fortes. Si personne ne prend son relais, la loi oblige le bâtonnier à défendre les accusés, et c'est donc à Nadjima Hamada que pourrait revenir la défense des agresseurs de sa consoeur. Le dernier groupe de pèlerins mahorais a quitté le territoire aujourd'hui, direction la Mecque. À bord de Kenya Airways, plus de 200 fidèles vont entamer le Hajj dès demain. Ainsi, au total, c'est plus de 400 personnes qui, cette année, ont embarqué pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Et si certains ont eu la chance de partir en couple, d'autres, en revanche, font cavalier seul en abordant avec confiance cette aventure sainte qui ne fait que commencer. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. C'est l'esprit apaisé que ce matin, ces quelques fidèles s'apprêtent à quitter Mayotte, direction la Mecque. Ce couple entreprend le Hajj pour la seconde fois. Toujours unis, ils espèrent que ce pèlerinage sera bénéfique pour la jeunesse de l'île. Rusimia dua na wizi wengi ulio mona nsi ya Shimaure rusimia toujours dua mana wizi wo de wananyatu na wanawatu. Accomplir le pèlerinage est un moment important dans la vie d'un musulman et chacun possède des raisons très personnelles de faire ce voyage extraordinaire en Arabie Saoudite. Bani sufanya viaje ni sufanya babangu kamwa benza nafanya hija babangu inshallah taala uratufura saira fanye hizo za lazima uzifanye pia miezi dua rende Swafa wal Marwa rende Arafa rende Muzdalifa rende Mina ravutseli bwera fanye pia kula za lazima uzifanye rusela ndera zifanye leo inshallah taala. Impatient d'arriver à destination, c'est concentré et sereine que cette future Hajj nous confie ses quelques souhaits. Nia yangu solomia, wana wangu ni mie, ahali yangu ni mie, arihami yangu na kwa kila alo karibu na wami na ujama na wajama zangu walala shimandeji mwati na mafundi yangu na wadzade wangu na mafundi yangu kamungu wabenze Mwenyezi Mungu wabe khairi na baraka kaburini babo walala Mwenyezi Mungu wabe maji mazuri na Mwenyezi Mungu wabe harufu nzuri Mwenyezi Mungu wabe shtanda nzuri Mwenyezi Mungu wabe kauli thabiti na kwa kila khairi Mwenyezi Mungu ashikizie yo kaburini babo walala na kwa kila ngema na kwa kila Pour cette année, la compagnie Kenya Airways a tout prévu pour faire de ce départ un moment agréable. Kenya Airways, on a transporté 215 passagers sur le vol pour le Hajj de 2015. Et Kenya Airways, on a le plaisir d'offrir un petit cocktail pour les pèlerins que vous pouvez constater ici. De toute façon, tous les ans, il y a un sandwich qui est offert. Et cette fois-ci, on a voulu faire ça un peu plus grandiose. Okay? Et comme vous avez pu constater aussi, on a une salle de prière ici. Et il y a des facilités pour les ablutions, tout ça. Chaque année, des dizaines de pèlerins mahorais partent pour la Mecque, certains pour un mois, d'autres pour 2 semaines. En accomplissant le 5e pilier de l'islam, ils espèrent être pardonnés de tous leurs péchés et que leur famille ainsi que tous les mahorais soient préservés. Bon pèlerinage à eux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Elan Zizamidou, secrétaire départemental de FO. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan, que vous retrouverez demain justement dans la matinale avec à ses côtés à 7h le sénateur Thani Mohamed Swalihi pour un bilan d'étape de sa mandature. À 7h30, la parole sera donnée à Sidi Mohamed, président de la commission en charge de la coopération régionale et des affaires européennes. Il sera question avec lui des fonds européens. Excellente soirée à vous sur KTV.